voir sur vos terrains. Pourquoi faire? Afin que vous puissiez vous voir agir et aussi mettre des mots sur ce que vous faites. Et pour cela, on espère que tout cela amène à avoir des impacts, comprendre comment j'agis dans mes interactions, quels sont les impacts des interactions que je fais et pouvoir les nommer au profit de l'accompagnement. Et comme ça, on espère instaurer une passerelle parmi d'autres pour favoriser un accompagnement cohérent. Et puis, comme ils ont accepté le mandat, je vais leur passer la parole. Merci, Lynn. Je vais rester par là. Vous m'entendez? Ça va? OK. Très bien. Merci. Alors, en effet, nous avons accepté le mandat. Et le mandat était de concevoir un dispositif de formation à destination justement des ISP de la Fondation Trajet. Et donc, pour répondre à cette demande, nous avons conçu un dispositif de formation par l'analyse vidéo. Et donc, parmi les différents dispositifs d'analyse vidéo qui existent dans le champ de la formation des adultes, nous nous sommes appuyés sur une méthodologie particulière qui est la data session, qui est une méthodologie d'analyse qui met vraiment au cœur de son analyse les interactions verbales. Donc, pour la petite histoire, la data session, appelée aussi analyse collective des interactions en formation, est avant tout une méthode de recherche qui est inspirée du champ de l'analyse conversationnelle. Et c'est une méthode d'analyse collective qui a justement pour but d'analyser des interactions et de permettre à des chercheurs et des chercheuses en analyse conversationnelle de partager des intuitions analytiques à propos de situations d'interaction réelles. Donc c'est une méthode qui s'appuie sur des enregistrements audio-vidéo d'interaction réelles et aussi sur des transcriptions de ces interactions. En plus d'être une méthode d'analyse collective, l'analyse collective des interactions, donc data session, est aussi une méthode qui est très ordonnée et organisée. Généralement, la personne qui a sélectionné l'extrait présente rapidement l'extrait au collectif, donc au groupe de chercheurs et de chercheuses, et il y a un visionnement réitéré de la séquence qui est proposée. Ensuite, il y a un travail individuel sur la transcription. Donc, la transcription de la séquence est partagée au sein du collectif. Et un moment de travail individuel du collectif est proposé sur la transcription. Donc, suite à un travail individuel sur la transcription, les participants sont invités à partager collectivement leurs intuitions analytiques sur la séquence en prenant appui aussi sur la transcription. Et dans ces espaces de recherche collective, la participation est vraiment importante et un des principes en fait, de l'analyse collective des interactions, c'est cette participation symétrique, c'est-à-dire que tous les participants sont invités à partager au sein du groupe des intuitions analytiques, des analyses sur la séquence. Alors, quand on aborde ces vidéos et ces transcriptions en recherche, mais aussi en formation, on demande aux participants de mettre en suspens tout jugement moral ou évaluation sur les données qu'on présente ou qu'on analyse collectivement. Donc le regard analytique qui est porté sur ces données se veut de préférence descriptif et séquentiel, c'est-à-dire qu'on va inviter les personnes à regarder finement ce qui se passe dans l'interaction et de décrire les comportements multimodaux, c'est-à-dire les gestes, les regards, les mots qui sont utilisés par les participants pour se coordonner. Donc ce repérage de la multimodalité, des ressources multimodales, permet aussi aux participants d'avoir accès aux compétences d'interaction qui sont déployées par les participants dans la séquence, c'est-à-dire tous les comportements qu'ils mettent en œuvre pour pouvoir se coordonner et faire quelque chose ensemble dans la situation qui est analysée. Donc, cette méthode de recherche est beaucoup utilisée donc en sciences sociales et on l'utilise beaucoup dans notre équipe de recherche. Mais en plus d'être une méthode de recherche, c'est aussi une méthode de formation. Dans notre équipe, depuis près d'une dizaine d'années, on a aussi transposé ces principes
d'analyse collective à des fins de formation pour permettre à des professionnels d'analyser leurs propres pratiques avec cette méthode afin qu'ils puissent, par le repérage de toutes les compétences interactionnelles qu'ils mettent en œuvre dans leur pratique, aussi pouvoir soutenir leur développement professionnel. Et donc c'est dans cette trajectoire, dans cette histoire que s'inscrit aussi le dispositif de formation que nous avons proposé dans le contexte de Trajet. Donc, le dispositif proposé, c'est un dispositif de formation, car on a vraiment conçu et animé un dispositif de formation pour les ISP, mais il s'agit aussi, comme Lynn l'a mentionné tout à l'heure, un dispositif de recherche qui a été conçu et animé dans le cadre de ma thèse, que j'ai soutenue en septembre dernier. Et donc, c'est une démarche de recherche-formation qui s'est déployée en 4 grandes étapes, que je vais vous décrire juste après. Et ce qui est important de dire, c'est que non seulement ce dispositif était justement un dispositif de formation, mais aussi de recherche. Et pour cette raison, il a été entièrement filmé. Et les traces vidéo et les transcriptions de cette formation ont été aussi étudiées dans le cadre de la thèse. Donc, pour entrer un peu plus en détail dans les différentes étapes du dispositif, donc, dans un premier temps, il a fallu constituer un corpus de données audio-vidéo authentiques dans lesquelles les ISP apparaissent en interaction avec les utilisateurs. Donc, il y a eu toute une phase de familiarisation avec le terrain et aussi de travail vraiment collaboratif avec 8 ISP volontaires de la Fondation Trajet que j'ai pu rencontrer dans leur environnement de travail respectif. Et dans un deuxième temps, il y a eu une phase de recueil de données, donc d'enregistrement vidéo, dans lesquelles il y avait vraiment une focale sur les interactions d'accompagnement en situation de travail entre les ISP et les utilisateurs. Dans ces moments de rencontre avec les ISP, il y a eu aussi beaucoup de discussions informelles qui ont permis de repérer, de faire émerger plusieurs thématiques, plusieurs questions qui piquent aussi, disons, dans les pratiques professionnelles, tout ce qui est en lien avec la tension entre produire et former en situation de travail, ou alors les dynamiques relationnelles à instaurer auprès des bénéficiaires, etc. Et donc ces thématiques ont aussi permis de repérer des séquences audio-vidéo qui auraient pu finalement être analysées ensuite dans la formation. Ces séquences ont donc été sélectionnées et retranscrites et ensuite conçu dans un dispositif de formation avec un scénario aussi d'analyse progressive. Donc, pendant la formation, il y a eu aussi toute une phase d'introduction et d'induction de plusieurs contenus. Dans la première partie du dispositif de formation, il y a eu une phase dans laquelle on a présenté aux ISP la posture d'analyse des interactions qui était visée dans le dispositif de formation. C'est-à-dire le fait d'orienter leur regard vers les comportements multimodaux, c'est-à-dire vers les gestes, les regards, les mots utilisés, et donc d'endosser une posture d'analyse qui soit plutôt descriptive dans un premier temps et pas d'entrer tout de suite d'emblée dans des évaluations, des interprétations des actions qui sont observées dans les pratiques réelles. Donc on a pris du temps pour travailler sur l'endossement d'une posture analytique descriptive orientée vers le repérage des compétences d'interaction. Ensuite, à la lumière des thématiques qui avaient émergé dans les échanges avec les ISP et de ce travail aussi de sélection d'extraits. C'est la classe des boutons de français ? Pas du tout, madame. Pas de souci. Donc, suite donc, aux thématiques qui avaient émergé avec les ISP en amont du dispositif de formation, on a fait aussi le choix de didactiser certains outils de l'analyse des interactions, permettant aussi d'éclairer certains phénomènes qui apparaissent dans la dynamique interactionnelle entre les ISP et les utilisateurs, ou alors des contenus plus en lien avec des aspects de guidage en situation de travail. Et par exemple, des outils tels que l'humour ou la symétrie ou asymétrie des places, les enjeux de face, hein, c'est tous des outils finalement de chercheurs qu'on a aussi didactisés afin que les ISP puissent analyser ces séquences à la lumière de ces outils.
Et donc ces outils ont été présentés au fur et à mesure du dispositif. Ensuite, il y a eu toute une série d'analyses collectives qui se sont succédées dans le dispositif de formation. Et ces analyses collectives ont été co-animées par deux chercheurs formateurs, donc par moi-même et par Laurent Filietta. Et donc les séquences d'interaction en situation de travail des ISP ont fait vraiment l'objet d'une analyse collective fine par les ISP eux-mêmes. Et donc chaque séquence qui avait été retenue a fait l'objet d'une analyse collective pendant environ 1 heure. Donc, pendant 1 heure, il se passait la chose suivante. Donc, on introduisait rapidement l'extrait sélectionné en donnant quelques éléments du contexte. Ensuite, on proposait un visionnage réitéré de la séquence, c'est-à-dire qu'on regardait la séquence au moins 2 fois. Ensuite, on distribuait la transcription de la séquence qu'on avait préparée en amont. Et donc, les ISP avaient 5 à 10 minutes de temps pour travailler sur la transcription et mettre aussi au travail les outils analytiques qu'on avait progressivement présentés pendant la formation. Donc, suite à ce moment de travail individuel sur la transcription, les ISP étaient invités à partager leurs observations sur la séquence analysée, et ce, par un tour de table structuré ou par des prises de parole libres en fonction des situations. Donc, après que tout le monde ait eu l'occasion de s'exprimer sur la séquence et partager ses observations analytiques, il y a eu aussi des moments dans lesquels on ouvrait aussi les discussions pour que les ISP puissent aussi débattre ou échanger de manière plus générale sur les pratiques observées et aussi partager leurs expériences à la lumière de ce qu'ils avaient pu analyser ensemble. Alors, à titre d'exemple, on vous propose d'observer un extrait qui a été réellement analysé par les ISP dans la formation. Donc, ça vous permettra de voir un petit peu, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le travail des ISP, un exemple d'accompagnement en situation de travail. Mais ça permet aussi de voir finalement qu'est-ce que les ISP eux-mêmes ont pu voir et analyser dans la formation. Donc, ici, pour contextualiser un petit peu, c'est un extrait qui a été enregistré dans une des entreprises sociales de la restauration. Et donc, on est dans la cuisine d'un restaurant. Et plus particulièrement, dans cette situation, on va voir un utilisateur qui s'appelle David, qui est en cuisine et qui doit endosser le rôle de l'aboyeur. L'aboyeur, c'est un rôle professionnel très important en cuisine. C'est un rôle clé. Il doit réceptionner les bons de commande qui arrivent de la salle et il doit les retransmettre à la brigade de cuisine et donc, en quelque sorte, donner le rythme de préparation et de sortie des plats de la cuisine. Et donc, c'est un rôle professionnel de grande responsabilité qui demande donc à David de développer plein de compétences. Et on verra que dans cet apprentissage, David est accompagné par 2 ISP que vous voyez là à gauche et à droite, l'ISP Simon et l'ISP Seb. Donc vous allez voir, il y a plusieurs personnes qui rentrent dans la cuisine, il y a des serveurs qui arrivent, mais c'est surtout l'interaction entre ces 3 participants qui nous intéresse ici. Et donc, essayez aussi de... Ça grince parfois. Essayez aussi de regarder cette vidéo avec un regard peut-être descriptif, orienté vers tous les comportements multimodaux que vous voyez dans l'accompagnement. Et ensuite, on prendra à chaud peut-être 1 ou 2 réactions sur la séquence. Donc, je vous le passe une fois. Oui. David, quand vous annoncez, tournez-vous pour annoncer parce qu'on n'entend pas du tout. Là, vous parlez aux serveurs qui sont devant. Du coup, on ne vous entend pas. N'hésitez pas, David. C'est vous qui nous contrôlez à midi. Oui.
Super Daïs. Mais oui, moi. J'ai l'air inquiet? Non. Priez-vous. C'est vous qui. C'est vous qu'elle te passe. C'est vous la voix. Voilà. Vous voulez le revoir? Je suis un peu embêtée parce que le volume, il est pas très... Mais peut-être première récolte d'informations de votre part, hein, avant de la revoir une deuxième fois. Qu'est-ce que vous avez observé? Oui. Bonsoir. Je trouve que c'est subjectif, mais je trouve que l'ISP a bien joué son rôle et qu'en même temps, des fois, c'est un petit peu cavalier, c'est-à-dire il lui donne des indications, mais qui pourraient avoir un côté un petit peu trop expéditif. Voilà, peut-être qu'il y a moins d'entrée en jeu qu'on aimerait, c'est-à-dire que peut-être qu'il aurait pu peut-être juste le rassurer un peu plus, le mettre en confiance, mais sans lui dire mais allez-y, faites votre boulot, ayez confiance en vous. Parce qu'avoir confiance en soi, c'est pour lui, comme pour pas mal de monde, c'est pas donné. Peut-être qu'il y avait, mais c'est très personnel comme observation, il y avait peut-être beaucoup de bienveillance, mais ça s'est moins senti. Peut-être que ce monsieur avait besoin d'un peu plus de, je sais pas, de délicatesse dans... Alors, en tout cas, vous avez raison, il y a plein d'hypothèses, plein d'interprétations qui sont possibles et qui sont valables. Ça m'intéresse de savoir s'il y a d'autres observations qui ont été relevées et que vous souhaitez partager aussi. Oui, Dominique. Oui, je trouve c'est rendu manifeste d'ailleurs par le ISP7, sur le côté, la question du positionnement des corps dans l'espace. Et puis l'orientation du corps dans l'espace, c'est un élément clé. Voilà, ça, c'est quelque chose de très factuel qui semble assez déterminant. Merci pour ce partage sur le domaine plutôt spatial, qui est tout aussi valable. Moi, j'avais l'impression que l'IFP Simon, finalement, il était plus tourné pratique dans du métier et que notre IFP était plutôt moral, en fait. Comme si c'était un peu partager les rôles, même si finalement, l'IFP Seb disait allez-y, donnez-nous les informations. Il était beaucoup plus visuellement dans je veux y aller, allez-y, je suis avec vous. Et derrière, plutôt quelque chose de très pratico-pratique, une chose après l'autre, peut-être plus détaillé. Ok, il y a un séquençage comme ça entre les deux ISP que vous avez relevés en tout cas. C'est ça, ils n'ont pas vraiment la même, forcément la même pratique et la même vision de l'accompagnement de cette personne-là. Alors qu'ils vont dans le même sens, hein, clairement, on va vous aider à apprendre ce que vous devez faire, mais ils n'ont pas la même démarche. Merci. Merci. Donc, en tout cas, ce qui ressort un petit peu de vos commentaires, c'est qu'on peut finalement observer cette séquence et adresser collectivement des commentaires qui ont une nature un peu différente, des commentaires plutôt évaluatifs, parfois interprétatifs, des commentaires peut-être plutôt orientés vers des comportements observables. On peut s'orienter vers plusieurs choses, justement, à comment accompagner à prendre son rôle en indiquant spatialement comment il faut se tourner, ou alors par des relais entre ISP, aussi cette coordination entre les deux. Donc on voit que finalement, on peut observer cette séquence en pointant plein d'éléments différents. Nous, on a travaillé cette séquence en formation avec un regard vraiment orienté davantage sur des comportements multimodaux, sur la description fine, avant de passer à des éléments peut-être plus de pistes d'amélioration ou alors encore de valoriser en fait tout le travail d'accompagnement et de soutien qui est fait, non pas par un ISP, mais par deux. Et donc, nous, cette séquence, on l'a travaillée plus particulièrement pour illustrer des enjeux plutôt relationnels, de comment accompagner un bénéficiaire, un utilisateur à prendre un rôle d'autorité dans l'interaction et toutes ces dynamiques de
de prise de rôle, de symétrie et d'asymétrie qui peuvent émerger aussi dans ces moments de valoriser un utilisateur qui est en train d'apprendre un rôle d'autorité. C'est juste à ce moment-là, pour nous, c'est ça la plus-value en fait, de l'apport académique apporté par Ayla et Laurent, dans le sens où on peut observer, tout regarder, tout écouter sans rien voir et sans rien entendre. Ce qui fait que dans les échanges, on échange des points de vue sur lesquels on peut être d'accord ou pas d'accord, mais en général, on n'est pas d'accord et du coup, ça peut créer très vite des tensions en fait. D'où le fait de recadrer, de reposer des concepts. Une méthodologie d'analyse des observations permet de rétablir la relation et la communication. Voilà, donc suite à une série d'analyses collectives, plusieurs analyses collectives donc, ont été faites dans le dispositif de formation. Il y a eu une phase de synthèse et de bilan. Donc, cette phase de synthèse et de bilan s'est déroulée de différentes manières. Donc, il y a eu un moment de bilan à la fin de chaque analyse collective. Donc, on demandait aux ISP, après avoir analysé finement la séquence en question, finalement, qu'avez-vous appris grâce à cette séquence ? Quels sont un petit peu les éléments que vous retenez de cette analyse collective ? Et ensuite, à la toute fin en fait, du dispositif de formation, il y a eu un moment de bilan un peu plus général dans lequel Lynn était aussi présent, dans lequel ce moment de bilan avait aussi pour vocation de faire une synthèse de toutes les observations qui avaient émergé pendant le dispositif, mais aussi d'aider au transfert des ISP par rapport aux apprentissages faits. Et deux questions étaient assez structurantes dans ces moments de bilan. On demandait qu'avez-vous appris de manière générale grâce à cette méthode et quels points vous pouvez retenir pour votre pratique professionnelle. Alors, ce qu'on aimerait faire maintenant, c'est de vous illustrer quelques points d'analyse par rapport aux analyses collectives, c'est-à-dire vous montrer quelques traces de ce qui se passe finalement concrètement dans ces analyses collectives. Et ce, d'un point de vue des contenus qui sont abordés par les ISP en formation, mais aussi des dynamiques de participation à ces analyses collectives. Et donc, deux grands points vont être abordés un petit peu dans ce moment d'analyse. C'est quels sont les savoirs finalement qui sont co-construits par les ISP, nous les formateurs, dans ces espaces d'analyse collective. Et finalement, comment ce processus d'analyse collective de pratiques qui concerne les ISP peut aussi avoir un impact sur leur identité, sur les dynamiques identitaires des ISP, mais d'un point de vue des observables, c'est-à-dire de ce qui est manifeste dans les interactions dans ces moments d'analyse collective. Donc, on va partir de séquences vidéo qui ont été prises dans ces moments d'analyse collective qui servent un peu de traces et de matériaux d'analyse que je vais vous illustrer maintenant. Donc, pour commencer, les savoirs. On voit que dans ces moments d'analyse collective, il y a plusieurs savoirs qui sont co-construits dans ces moments-là. Et si on reprend la séquence qu'on vient de voir ensemble sur le PASS, on voit que les ISP peuvent s'orienter dans l'analyse de cette séquence sur plusieurs types de savoirs. Ils se sont orientés typiquement sur des savoirs sur le travail dans la dimension de production, c'est-à-dire tous les savoirs qui concernent en fait la pratique professionnelle en cuisine, le rôle des cuisiniers, le rôle des serveurs, etc. Et donc, il y avait des dynamiques dans lesquelles des ISP, par exemple, du secteur de la cuisine, expliquaient aux autres ISP le travail productif en cuisine. Et ici, on a par exemple un extrait d'interaction entre Ida, qui est ISP dans l'imprimerie, qui demande à Seb, donc l'ISP que vous avez vu tout à l'heure sur la vidéo, c'est l'aboyeur qu'on dit ? Et Seb dit oui, l'aboyeur, c'est le chef d'orchestre du service. C'est lui qui donne le rythme de préparation des plats et qui contrôle même la salle. Donc on voit ici un partage de savoir, une co-construction de savoir qui est permise par le fait qu'il y a aussi une diversité de métiers, de références qui sont représentés dans ces moments d'analyse collective, qui permettent aussi aux ISP de partager finalement des savoirs sur leur métier de référence.
Mais on voit aussi que face à ces séquences d'interaction, les ISP s'orientent aussi sur ce qui les réunit finalement, non pas sur les différences en termes de métiers de référence, mais sur leur casquette commune de ISP, c'est-à-dire dans le rôle social d'accompagner des adultes en réinsertion. Et on voit dans ces moments d'orientation vers ces types de comportements que les ISP vont aussi repérer des compétences interactionnelles à l'œuvre dans leur pratique et vont aussi remobiliser des outils qu'on a présentés dans la formation. Et donc, ils vont potentiellement s'orienter vers l'organisation séquentielle de l'accompagnement, comment l'accompagnement évolue, tour de parole après tour de parole, ou alors des dynamiques collectives entre les ISP, des dynamiques de relais que vous avez aussi pointées, des évolutions ou encore des enjeux relationnels dans l'accompagnement, les enjeux d'humour, de face ou d'asymétrie. Et ici, on voit par exemple, dans un tour de parole un peu plus long, un ISP, Victor, qui va faire ce commentaire-là. Il dit, en analysant donc ce qui se passe dans la séquence du pass, il dit « l'ISP prend une attitude autoritaire. Pour moi, ça s'appuie sur une relation non horizontale. Il l'encourage énormément. Il y a de l'humour, c'est asymétrique. Et puis par moment, avec une tentative de se remettre à l'horizontale pour justement laisser l'opportunité à l'utilisateur de prendre son rôle. » On voit que dans ce commentaire, on n'est pas du tout sur le niveau de la dimension productive du travail des ISP. On est vraiment en train de décrire le travail d'accompagnement dans toute sa dimension interactionnelle et plus avec un focus sur les enjeux relationnels qui sont observables dans cet échange. Ensuite, d'autres catégories de savoir qui sont co-construits dans ces moments de co-analyse. Ici, je vais illustrer en fait un échange qui a suivi en fait l'analyse collective d'un moment d'accompagnement qui n'est pas celui du PASS, mais plus un moment dans le milieu de la menuiserie. Et on voit dans cette interaction, les ISP ont vu un ISP, l'ISP Max, qui va aussi prendre la parole à un moment donné, qui accompagne un utilisateur dans la réalisation d'un meuble. Et donc, après avoir vu la vidéo et analysé la transcription, les ISP vont faire ces commentaires. Donc, ils vont faire un enchaînement de prises de parole. Donc, il y a Charlie qui dit « Moi, ce que je remarque, c'est que le tutorat, il émerge suite à une question de l'utilisateur. » Max, donc l'ISP qui était sur la vidéo, il dit « Après, c'est un travail qu'il a déjà fait plusieurs fois, donc il devrait savoir maintenant. » Théo qui dit « Oui, mais là où j'aime bien, c'est qu'il le laisse réfléchir pour avoir la réponse. Donc, il ne va pas lui donner la réponse tout de suite. Il le laisse réfléchir avant. Puis après, il lui montre, tout en lui expliquant avec le geste. » Ellie, elle dit « Moi, j'ai eu l'impression qu'il avait un problème de vocabulaire. » Max, il dit « Oui, c'est ça. » Et il oublie. Donc, on voit dans cet enchaînement de prises de parole analytique une imbrication de points de vue. Alors, il y a plusieurs participants qui prennent la parole, mais ils font aussi une analyse en imbriquant des points de vue analytiques très différents. Je vous avais dit tout à l'heure, normalement, dans ces méthodologies-là, on a une préférence vers des commentaires qui sont plutôt descriptifs, mais on voit dans la réalité des faits que les ISP, ils imbriquent aussi beaucoup des points de vue interprétatifs, évaluatifs sur ce qu'ils observent. Néanmoins, on voit aussi qu'ils s'appuient beaucoup, du moins certains, sur des observations tangibles, donc des gestes, des regards, etc., mais qui prennent aussi parfois position en disant « j'aime bien » ou « je remarque », ou encore en attribuant des difficultés à ce qu'ils observent. Par exemple, à la difficulté de l'utilisateur, en disant « j'ai eu l'impression qu'il y avait un problème de vocabulaire ». Donc on voit aussi que ces savoirs se construisent, mais dans une imbrication de points de vue analytique. Et on voit aussi que parfois, dans ces moments d'analyse collective, les ISP vont s'orienter beaucoup vers la description des compétences des ISP, donc qui sont décrites en volume, c'est-à-dire tout ce que les ISP font dans la situation d'accompagnement. Et ils remarquent aussi parfois les compétences en creux des utilisateurs, c'est-à-dire toutes les difficultés qui sont observables. Et donc, de manière imbriquée, ils montrent aussi tout le travail finalement que l'ISP doit faire pour soutenir un utilisateur qui a des besoins spécifiques.
Ensuite, en ce qui concerne les dynamiques identitaires, on voit plusieurs phénomènes intéressants dans ces moments de co-analyse. On voit typiquement apparaître des marqueurs d'appartenance ou de non-appartenance à certaines communautés de pratique. Comme dit tout à l'heure, on voit parfois émerger des commentaires qui portent plus sur la dimension, productive du travail et parfois sur la dimension plus sociale de leur travail. Et on voit ce phénomène-là apparaître à plusieurs moments et ça nous montre des choses intéressantes à plusieurs égards. Ici, typiquement, on est dans une situation où les ISP ont analysé une interaction dans le milieu de l'imprimerie. Donc, ils ont observé une dynamique où des utilisateurs étaient un peu en tension les uns avec les autres et un ISP avait en quelque sorte géré un petit peu la dynamique de groupe pour apaiser les tensions émergentes. Et donc, après avoir analysé et décrit finement la séquence, il y a cette interaction qui émerge, donc plutôt vers la fin de l'analyse collective. Et Ellie, elle dit, ma question, c'est comment essayer de créer cette harmonie d'équipe sans trop entrer dans leur intimité à eux, en fait. Parce qu'eux aussi, ils deviennent amis, beaucoup, en tout cas au maraîchage, quand tu as des personnes qui sont très, très extrêmes, très différentes, quoi. Donc, Ellie, ISP au maraîchage, qui adresse cette question au groupe. Et on voit que Charlie, qui est ISP à l'imprimerie, il dit, nous, on les reprend à chaque fois. C'est pour ça qu'on aime bien, des fois, être à la table de pliage. Tu peux les laisser interagir, donc tu peux laisser interagir les utilisateurs. Par contre, tu peux ponctuer. Nous, à l'imprimerie, on n'a vraiment pas le choix. Vous, à la rigueur, tu en as 2 dans une serre. Nous, ce n'est pas simple. Donc, on voit ici plusieurs marqueurs d'appartenance ou de non-appartenance à des communautés de pratique. On voit la communauté de pratique au maraîchage, nous au maraîchage, nous à l'imprimerie. Donc, on voit cette différence entre secteurs d'activité qui sont représentés par les ISP, mais on voit aussi que ces moments d'analyse collective permettent aussi de réfléchir collectivement à des pratiques communes ou à des enjeux communs entre les ISP, c'est-à-dire des problématiques telles que comment on fait pour créer une dynamique de groupe qui soit profitable aux utilisateurs. Et on voit que cette question, elle est transversale finalement à tous les métiers qui sont représentés par les ISP. Et on voit dans cet échange justement comment Charlie partage aussi les techniques que lui et ses collègues mettent en œuvre dans l'imprimerie. Mais on voit aussi apparaître la communauté de pratique des utilisateurs. On les appelle les utilisateurs, eux, ils sont comme ça. Et on voit aussi émerger des discussions autour des spécificités individuelles des utilisateurs, de leur manière d'être, des liens d'amitié qu'ils peuvent aussi avoir et des dynamiques collectives à gérer dans ces moments d'accompagnement. Enfin, une autre dynamique identitaire pendant l'éco-analyse qui a pu émerger de l'analyse qu'on a pu faire, c'est le fait que finalement les ISP peuvent aussi comparer les pratiques qui sont représentées dans les vidéos. Ils peuvent aussi réfléchir collectivement aux pratiques d'accompagnement observées, aussi en comparant les différents extraits. Ici, cette analyse collective vient à la suite d'une analyse comparative entre 2 séquences dans lesquelles il y avait de l'humour qui émergeait. Donc on a analysé d'abord une première séquence à la lumière de l'humour et on a analysé une deuxième séquence toujours avec cette thématique de l'humour et des dynamiques relationnelles. Donc à la fin de ce moment où les ISP ont analysé ces 2 séquences, il y a ce moment collectif qui émerge de Victor qui va dire ça, il va dire cette situation, elle est beaucoup plus délicate que la précédente. Mais quels sont les éléments en fait qui nous font dire que celle-ci elle est plus malaisante que l'autre? Il dit premièrement c'est le fait d'être en groupe déjà à plusieurs. Pour moi c'est jamais facile. Victor il dit et l'humour il était plus sur l'action avant, alors que là il est plus sur la personne. C'est sur sa manière d'être, c'est sur le savoir-être. Sarah elle dit mais c'est toujours particulier d'interagir sur le savoir-être et ça reste toujours quelque chose qui est vraiment particulier. Camille, elle dit « avec ou sans l'humour d'ailleurs ». Sarah, « avec ou sans l'humour, je te rejoins ». Donc on voit dans ce petit extrait d'interaction plusieurs phénomènes identitaires qui émergent. Le fait que justement les participants sont en train d'observer, ont observé les interactions, les séquences, mais ils sont aussi en train de les comparer
du point de vue des interactions et des dynamiques interactionnelles autour de l'humour qui ont émergé dans ces séquences et qui ont été analysées collectivement. Et on voit aussi que collectivement, ils sont aussi en train de conceptualiser ce qu'ils ont vu, donc l'accomplissement de l'humour. Ils sont en train de réfléchir et de comparer en quoi les dynamiques observées dans les deux séquences étaient similaires ou différentes. Et on voit qu'ils sont en train de conceptualiser le fait que dans une séquence, l'humour portait sur la personne, sur son savoir-être, et dans l'autre séquence encore, il était plus sur ses compétences. Et il y a aussi la conceptualisation du fait que le faire de l'humour devant les autres, c'est quelque chose de complexe, parfois à gérer. Et faire de l'humour sur le savoir-être, c'est aussi quelque chose de difficile. Et de toute façon aussi, le fait d'adresser le savoir-être aux utilisateurs reste aussi une thématique qui est difficile. Et on le voit aussi émerger vers la fin de l'extrait. Donc on voit aussi comment, à partir d'une analyse fine des dynamiques interactionnelles, les ISP aussi pu mettre en évidence des difficultés qui sont communes à leur pratique à partir finalement de cette analyse collective. Donc on voit aussi comment le groupe permet de conceptualiser l'humour, mais aussi de discuter collectivement de problèmes transversaux. Enfin, les moments de bilan, pour conclure ce moment d'analyse, les moments de bilan ont aussi fait l'objet d'une analyse, et tant au niveau du contenu de ce qui est dit, mais aussi des dynamiques interactionnelles qui émergent dans ces moments-là. Et ce qu'il émerge, c'est que ces moments de bilan sont aussi des moments très riches dans lesquels les ISP continuent d'apprendre, continuent à partager des manières de faire, et continuent aussi à développer des nouveaux savoirs et à nommer des transformations qu'ils ont pu avoir et effectuer pendant la formation. Donc je vais vous montrer juste quelques verbatims, pas forcément entrer dans le grain fin de l'interaction, mais juste à titre d'illustration, qu'est-ce que finalement les ISP disent de la formation avec leurs mots à la fin du dispositif de formation. Donc il y a plusieurs observations qui sont faites par les ISP dans ces moments de bilan. Ils remarquent notamment le fait que la formation leur a permis d'avoir des outils pour analyser leur travail, pour nommer en fait des pratiques qu'ils accomplissent dans leur quotidien. Et aussi, ces outils ont permis en quelque sorte de soutenir leur réflexivité sur les pratiques, sur leurs pratiques professionnelles. Victor, il dit par exemple, c'est le fait d'avoir des outils concrets, d'ouvrir la discussion sur les dynamiques de travail, d'interaction, de jeu avec l'humour, ménager ou exposer la face. On a fait un tour global de différentes typologies d'interaction et des conséquences de ces interactions. Donc on voit aussi que Victor, il est capable de remobiliser ces concepts et de souligner finalement l'impact que ces concepts ont pu avoir sur sa réflexivité. Ensuite, Sarah, elle dit, il y a des choses qui m'ont confrontée, pas parce que j'aurais fait mieux, mais parce que je l'ai déjà fait. Je me rends compte que ça remonte déjà, le fait d'avoir conscientisé des choses, c'est déjà hyper important dans mon mode de fonctionnement. Donc dans ce verbatim, Sarah pointe le fait qu'à travers l'analyse de séquences de ses collègues, dans lesquelles ses collègues apparaissent, elle a pu aussi, en effet miroir, en quelque sorte, aussi développer des savoirs sur sa propre pratique. Et non seulement elle a pu développer ses savoirs, mais aussi ces savoirs ont permis concrètement de transformer ces pratiques en dehors finalement de l'espace de formation. Et enfin, Christian qui dit, ça nous rassure, en se disant, même si des fois on fait des erreurs qui sont rattrapables, mais maintenant ça change aussi peut-être plus notre comportement, on va peut-être plus analyser tout ce qu'on fait et c'est valorisant. Donc on voit aussi que l'ISP remarque le fait que la formation les a aussi rassurés, non pas parce qu'ils ont vu que des bonnes pratiques, mais aussi parce que ça leur a permis de conscientiser des choses, d'être rassurés du fait que finalement ça peut être des erreurs rattrapables, mais en tout cas on voit aussi une trace d'une envie de s'améliorer, de mettre en pratique aussi des apprentissages faits dans la formation. Donc le fait d'être rassurés, valorisés dans leur travail tout en étant prêts à s'améliorer.
Voilà. Ce bilan par rapport à la commande au début, ça nous rassure plutôt, dans le sens où vous vous souvenez, l'une des idées, c'est déjà faire émerger, valoriser les compétences existantes. Et des verbatims de ce type nous rassurent, OK, on n'est pas trop à côté de la plaque. Et puis, il y avait aussi le mandat de renforcer les compétences. Et ça ressort aussi dans ces quelques exemples, tout en se sentant un petit peu plus rassuré, en fait. Ça, c'est des bilans à chaud de manière plus générale au niveau institutionnel. On peut en retirer avec un peu plus de recul. Donc, on est parti de l'idée des compétences initiales et des envies, des besoins de formation qu'on a, j'espère, avoir entendu et essayer d'apporter des éléments de réponse à travers ce dispositif qui nous a permis, surtout aux ISP, d'acquérir des outils et un vocabulaire. C'est dans les exemples qu'Aïla vous a présentés. Ça permet aussi de se voir agir et voir les autres agir et puis se démystifier un petit peu et se rassurer aussi là-dedans, tout en acquérant des outils d'analyse et non pas juste j'observe et je restitue. Il y a une méthodologie qui va avec et qui est important aussi pour canaliser tout cela. Renforcement de l'appartenance, ça c'est le moment clé qu'il a mentionné dans ses partages d'analyse collective. Là, je fais un petit parallèle à travers, on parle souvent de l'intelligence collective et ça pour moi... Pour nous, en tout cas, c'est une structure, une méthodologie réelle, concrète, applicable pour faire réellement émerger autre chose que si les ISP étaient restés dans le coin tout seuls. L'émergence dans un cadre donné permet de se connecter avec des pairs, de partager et de renforcer aussi ce sentiment d'appartenance, même s'il y a toujours plusieurs niveaux qui sont possibles. Et tout cela permet d'identifier les similitudes, même s'il y a des spécificités, et il y a aussi des similitudes, on ne met pas que différence, il y a aussi qu'est-ce qui nous relie sans être tout à fait pareil. Et ça répond à ces tentatives d'instaurer une passerelle vers un accompagnement cohérent et aligné et non pas uniforme. Et dans tout cela, les compétences sont améliorées avec le renforcement des compétences à travers des méthodologies d'observation, d'analyse et aussi d'interaction entre les professionnels et au service des utilisateurs. Et ça, il y a un challenge aussi de renouveler pour consolider et renforcer tout ce transfert qui a été initié en fait. Mais ça, c'est un autre challenge encore. Jusqu'à présent, on a parcouru et on n'a pas mentionné la notion de temps parce que le temps, il y en a eu. Ce qu'on vous propose, c'est un petit récap. On a démarré à peu près en 2021 déjà. Et on est là aujourd'hui en 2026. 2021, il y a toute la phase d'immersion, d'apprivoisement, réassurance, rentrer en contact avec Aïla qui a passé énormément de temps sur le terrain, aussi bien avec les ISP que les utilisateurs, que les autres collègues qui interagissent là-dedans. Comment est-ce qui nous a permis, en 2022, d'avoir la première volée d'ISP avec la spécificité que eux, ce sont les 8 ISP qui ont accepté d'être filmés et qui analysent les séquences dans lesquelles ils apparaissent et en s'exposant au regard des autres aussi. Et comme le retour est plutôt favorable et que les moyens nous obligent à être agiles, du coup on leur a demandé l'autorisation de réutiliser ces séquences au profit des autres ISP. Et comme ils ont été d'accord, ça nous a permis en tout cas de former jusqu'à maintenant 4 volets en 2025 et la 5e volée va avoir lieu avec la spécificité, c'est qu'ils vont analyser les séquences dans lesquelles ils n'apparaissent pas eux-mêmes. Mais au fil de ces séquences, on s'est posé des questions quand même. Comment ça va prendre, etc. Mais finalement, toutes ces idées d'appartenance, qu'est-ce qu'il y a, les thématiques qui les préoccupent, sont assez similaires en fait. Avec toujours l'avantage, on reste sur le terrain de pratique, de trajet, et on peut s'y retrouver de près ou de loin. Ça, c'est un petit récap. Et derrière ce récap, il y a une suite, il y a une grande suite même, où on va démarrer, donc on va poursuivre notre collaboration en 2026 avec la 5e volée des ISP et en parallèle, ça fait depuis 2024-2025 qu'on commence aussi à préparer le terrain, les enregistrements avec nos collègues du CPS et prochainement, la première formation va être dispensée en se basant uniquement sur le terrain de pratique des CPS qui évidemment vont rencontrer sur les terrains des ISP aussi. Et comme on a beaucoup de temps à faire, on a suivi des projets de publication pour justement faire promouvoir un petit peu ces méthodologies et ces points d'attention au service de la société de manière plus générale avec mon collègue David et Aïla notamment. Et ce n'est pas fini. On a encore des perspectives 2027. Dans ce cas-là, ce qu'on souhaite faire, c'est de croiser la première volée de CPS avec une volée d'ISP qui ont déjà participé à ces méthodologies
pour croiser différents regards, différents terrains, différentes expertises et voir émerger autre chose aussi. Parce qu'ils sont amenés à collaborer ensemble au service de l'accompagnement de nos utilisateurs. Et à un moment donné aussi, en termes d'agilité, de valorisation aussi, 2028, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir avoir des volontaires. On va voir s'ils vont être plus ou moins désignés ou s'ils sont réellement volontaires, mais ça, c'est une surprise pour eux. On souhaite former des duos d'animateurs composés à la fois d'ISP et de CPS, mais avec la casquette d'animateurs, d'expertise, un peu de savoir, pour faciliter les formations des autres collègues. Ce qui nous amène déjà en 2029, où on espère commencer à programmer les formations croisées, c'est-à-dire on va croiser les différents terrains CPS, ISP, finalement, c'est des terrains d'accompagnement communs à tous, et qui sont animés par des duos d'animateurs ISP et CPS. Une fois qu'on espère que ces professionnels-là auront acquis une base, de la confiance, ils en voient des bénéfices, on se projette encore plus loin en continuant les formations croisées avec ces duos d'animateurs et on n'oublie pas au final nos utilisateurs, nos bénéficiaires qui ont des compétences, qui ont des envies aussi et qu'on souhaite pouvoir consolider et les emmener dans cette question, soit de la formation en tant que participants, soit en tant qu'animateurs, parce qu'il y en a pas mal qui ont de sacrées belles compétences là-dedans. Et puis je crois que la première volée, vous avez fait l'expérience aussi à la demande de nos utilisateurs. On aimerait bien voir ce que vous avez filmé et comment vous travaillez ça. Mais on s'est dit, c'était peut-être, vous avez fait l'expérience, mais on dit, c'est peut-être pas le bon moment, on n'est pas encore tout à fait prêt pour adapter le dispositif à ce public en tout cas. Du coup, on dit, ça nous permet de revenir à notre public cible de cette formation, mais on ne les oublie pas dans cette démarche. Voilà en termes de récapitulatif dans les chaînes du temps, hein, ça on est passé du temps. Et finalement, à travers tout ce temps, qu'est-ce qu'on en retient du coup? Et là, on vous propose de revenir sur les questions qu'on s'est posées au départ. Pourquoi faire? Au service de quoi et de qui? Donc, ça paraît évident, mais c'est une des premières questions qu'on oublie souvent. Pour nous, là, c'est clair que ce dispositif de formation, il va s'adresser à des professionnels pour valoriser et renforcer leurs compétences. Mais ça ne s'arrête pas là. Pourquoi est-ce qu'on fait ça auprès des professionnels? Pour qu'ils puissent apporter un accompagnement adapté aux utilisateurs, pour que ces utilisateurs-là soient intégrés déjà sur le site où ils sont. Il faut que l'accompagnement, c'est bien mené, ces personnes vont prendre confiance, vont avoir une place, et ça va leur permettre d'avoir une participation citoyenne au sein d'une société qu'on espère de plus en plus inclusive. Ça, c'est vraiment le sens qu'on essaie de se rappeler à chaque fois qu'on fait quelque chose. Ce n'est pas juste pour la beauté du geste ou juste pour la beauté de la recherche. Et ça constitue malgré tout un challenge. Et je pense que pour le connaisseur, vous aurez reconnu l'outil FBO. Il y a la finalité, une participation citoyenne à une société inclusive, en but des utilisateurs bien accompagnés et intégrés. Et finalement, l'objectif du dispositif, c'est de permettre à des professionnels qu'ils soient valorisés et renforcés dans leurs compétences. C'est bien beau, comment faire, avec quels moyens? Et là, on va passer dans l'agilité, on va s'appuyer sur l'existant avant de tout révolutionner. Et l'existant, pour nous, il est évident, c'est l'expertise de terrain. C'est une riche expertise avec une volonté de partager. L'expertise académique aussi, je dis souvent, lorsqu'on ne trouve pas de solutions en nous, c'est important de pouvoir sortir et trouver des solutions à l'extérieur. Et ça faisait une jolie combinaison par rapport à ça. Sans oublier que dans ces moyens, il faut accepter qu'il y a des défis à relever. Et pour répondre à ces défis, il faut oser des innovations, non pas dans le sens d'apporter des trucs complètement nouveaux, mais c'est faire peut-être différemment avec les moyens qu'on a l'habitude de faire. Et c'est déjà une innovation en soi. Et cela, évidemment, implique ce fameux mot de l'agilité qu'on a souvent, mais pour nous, c'est important de parler de l'agilité dans le sens de l'adaptation, mais de manière organisée, avec une méthodologie de communication, d'élaboration et de préparation, sans parler de la conceptualisation que tu as menée aussi. Et finalement, on revient avec l'être humain. On n'aurait pas pu faire tout ça si on ne s'engageait pas, chacun de nous, personnellement, en y trouvant du plaisir. Ça, c'est vraiment le moteur aussi là-dedans. Ce qui nous amène à la dimension comment impliquer les individus, parce que vous imaginez bien, quand j'appelle nos ISP pour dire « Coucou, ça te dit d'être filmé ?» Ouh, oh, mais oui, bien sûr. Non. C'est du temps de sensibilisation, c'est du temps de réassurance, accepter qu'ils puissent dire non et peut-être revenir ensuite. Et là, c'est la collaboration, le fait que
et là reviennent aussi d'entamer une discussion. Ça permet pour certains de faire baisser un petit peu la méfiance et la barrière. En résumé, ce qui est important, c'est ne pas tenir en compte une approche systémique, c'est-à-dire est-ce qu'on a oublié des personnes importantes là-dedans, c'est-à-dire pour nous, à un moment donné, il y a Laurent qui a dû se mettre en contact avec le rectorat, nous de notre côté, nos directrices des RH, etc. Et sans oublier les collègues CPS, tous les acteurs qui peuvent être de près de loin concernés, on a essayé d'identifier un maximum de gens, si ce n'est que pour les informer. Et dans tout cela, il y a l'aspect, OK, c'est bien joli de tenir compte du système, mais de nouveau, on a des interactions en direct, et ça, il faut s'adapter au niveau personnel, ce qui nous amène à accorder du soin dans la relation à la fois individuelle et collective, et c'est ce qui ressort aussi dans le dispositif de formation. Ces moments de collectif, sécurisants, bienveillants, permettent de faire émerger beaucoup de choses. Et tout cela ne peut pas se faire de nouveau si on n'a pas une organisation et une méthodologie, c'est-à-dire, à un moment donné, il faut créer un espace, un temps où on se retrouve. Et dans cet espace-temps-là, chacun doit avoir le sentiment d'être attendu, dans le sens où il va être écouté, où il va pouvoir trouver une utilité, si ce n'est que si je dis rien, au moins j'écoute et ça permet aux autres de partager quelque chose, au moins, et je partage en retour quelque chose. Ça, c'est super important à chaque fois de rappeler ce rôle-là. Et derrière tout ça, la question, finalement, la participation et la formation continue, quel est le lien? Alors, j'aime bien mettre plein de suffixes, préfixes plutôt, devant le mot formation, parce que formation, comme je dis souvent, de manière caricaturale, représentation assez classique, salle de classe, passivité, on écoute ou pas, et on passe à autre chose, et on sort de là, c'est différent. Donc, ce qu'on a souhaité amener, c'est autour de cette formation qu'il y a de l'information, de la sensibilisation, de l'apprivoisement aussi qui se fasse, qui amène à une déformation chez les personnes où, tiens, ça cogite, tiens, je n'avais pas vu ça comme ça, ce qui, on espère, les amène à se transformer, agir peut-être différemment, penser différemment avec eux-mêmes et pouvoir ainsi reformer d'autres pratiques d'accompagnement. Et dans la foulée, dans cette reformation, on espère aussi amener une réformation dans le sens où on va penser la structure des modalités d'accompagnement pour qu'elles soient de plus en plus alignées sans oublier le sens qu'on a fixé plus haut. Ça amène aussi où finalement on est dans l'interaction les uns avec les autres, agir, interagir différemment et faire naître peut-être de petits miracles dans le sens où en prenant soin des personnes, en organisant des espaces-temps, en favorisant les échanges. Dans le champ de la santé mentale, ce que j'appelle un petit miracle, c'est des choses qu'on ne s'attendait pas à avoir. C'est peut-être contribuer au minimum à la déstigmatisation et finalement à une société un petit peu plus inclusive où chacun peut avoir sa place avec ses spécificités aussi là-dedans. Et derrière ça, donc, il y a la dimension recherche que tu as mentionné aussi. Pourquoi est-ce qu'on s'appuie et on fait vivre un peu cette recherche, non pas à dire ouais, il y a la théorie d'un côté puis il y a la pratique de l'autre. C'est vraiment non. La recherche, c'est un apport supplémentaire pour nous permettre d'avoir une compréhension plus fine, parce que, mine de rien, les petites analyses dans la vie quotidienne, on ne s'est jamais arrêté. Tiens, et si nous ne prenions pas le temps d'analyser nos interactions et là, je trouve que c'est précieux et c'est riche et ça permet d'amener toutes ces transformations et réformations aussi. Et de prendre un petit peu le recul qui, en retour, nous permet d'avoir un éclairage de l'action et en soutien à certains types de décisions pour dire on n'est pas les seuls à l'avoir pensé, d'autres personnes aussi l'ont réuni dans tel et tel courant de recherche, par exemple, et c'est ce qui nous amène à l'ouverture vers l'innovation et de l'audace aussi, d'oser le faire en se disant qu'il y a d'autres personnes qui le font et ça vaut la peine de se risquer à oser. Et puis, je vois mon collègue parler de ça, c'est que risque-t-on? Merci David. Voilà, en guise de conclusion par rapport à tout ce cheminement en finalement quelques années. Et du coup, maintenant, déjà, merci de votre attention. Et on reste dans la thématique, ne partez pas. On va laisser de la place aux interactions participatives. Oui, merci beaucoup pour cette jolie présentation à vous deux. C'était vraiment très intéressant. On a en effet à peu près une vingtaine de minutes pour poser vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre la parole et à poser des questions aux conférenciers et conférencières.
beaucoup. Déjà, merci pour ce travail, cette présentation, et puis tout ce travail d'intégration d'une population qu'on a quand même vraiment beaucoup tendance à laisser de côté. De moins en moins, certes, mais malgré tout encore. Moi, je me demandais, là, vous avez fait un travail sur des personnes avec en situation de handicap mental. C'est une pratique qui pourrait facilement être remise pour tout type de formation. Maintenant, vous avez demandé l'autorisation aux IFP. Quelle était l'implication des utilisateurs, finalement, qui sont, elles, prises en charge par un système qui est un système social? Comment elles ont été intégrées dans la démarche réelle, en fait? Est-ce que ça a été annoncé? Est-ce que ça a été... Et comment est-ce qu'on peut remettre ça, par exemple, sur une population de personnes en formation professionnelle, pratique, milieu hospitalier, par exemple, typiquement? Ok. Alors, peut-être je peux donner un petit bout de réponse. Dans la phase de familiarisation, de rencontre avec les ISP sur les terrains, j'étais aussi amenée à rencontrer les utilisateurs, et c'était aussi l'occasion pour moi de me présenter, de présenter la démarche, les objectifs, etc. Et puis, les ISP étaient aussi très importants dans ce travail de collaboration et de diffusion de la formation aussi envers les utilisateurs, parce qu'ils annonçaient aussi ma venue et ils amenaient aussi des éléments d'explication par rapport au projet de recherche-formation dans lequel ils étaient investis. Et dans ces moments de rencontre, je répondais à leurs questions, je présentais la démarche, et donc ils ont pu décider s'y participer ou non à la démarche de recherche, c'est-à-dire être filmé ou pas dans les interactions d'accompagnement que moi j'ai filmées. Donc il y a une phase de rencontre, d'explication justement de la démarche, et puis aussi une phase de demande. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas de participer, avec le temps aussi d'expliquer plus en détail les formulaires de consentement. Il y a eu toute une démarche aussi de demande à la commission éthique qui a été faite, avec des formulaires de consentement, etc. Donc, c'est comme ça qu'on a procédé, directement avec les utilisateurs, mais aussi beaucoup en collaboration avec les ISP, qui étaient aussi là pour préparer en fait ma venue et expliquer les différentes démarches. Voilà. Et puis, cette démarche de recherche-formation avec cette méthode de l'analyse collective, donc qui demande aussi à filmer des personnes dans des situations réelles, est une méthode qui est faite aussi dans d'autres contextes, dans le milieu de la petite enfance, ou dans la thèse de Léa aussi, avec une population, aussi des populations vulnérables. Donc voilà, on a aussi l'habitude de faire ce genre de choses, et puis on demande toujours l'autorisation, et on ne filme pas en cachette en fait. C'est ni les professionnels ni les personnes accompagnées. Donc on a aussi une transparence assez forte par rapport à ça. Bonsoir, merci pour votre présentation, et c'était très intéressant. Et en fait, j'ai une question par rapport en 2029, par rapport au projet d'intégrer des utilisateurs comme formateurs ou co-animateurs. Est-ce que ça pourrait être... Enfin, ça pourrait faire un lien avec de la paire aidance? Complètement, hein, ça c'est une nouvelle fonction qu'on essaye de renforcer et de valoriser, mais de manière concrète. Hein. Donc chez nous, cette année, on a engagé une personne avec la fonction de père aidant en fait. Et lui, pour l'instant, il est plutôt, ce qui l'intéresse, c'est plutôt le côté animation de groupe. Mais évidemment, on va les inclure, on va à peu près pareil, hein, on va faire une approche, on va expliquer, on va préparer, on va faire, on espère, émerger des envies, et puis on va les accompagner dans ces démarches-là. Je vous remercie. Merci pour la question.
Voilà. Ah oui. Ok, pardon. Non, en fait, je me demandais, parce que Trajet, c'est formidable, et il y a énormément de dicastères professionnels, il y a beaucoup de débouchés. Est-ce que vous envisagez à l'avenir, peut-être dans les années suivantes, outre le processus d'hybridation entre les CSP, les ISP, qui est très très bien, est-ce que ça va s'étendre à d'autres domaines encore? Parce que là, il y a déjà la menuiserie, la cuisine, donc la restauration, les domaines secondaires, l'artisanat. Est-ce qu'il y aura d'autres débouchés professionnels et d'autres inclusions possibles pour les populations vulnérables dans les années qui viennent? Alors peut-être en bout, déjà, la formation CPS, là, on va inclure des CPS qui font le suivi des utilisateurs dans les entreprises. Et là, on va les ouvrir aussi à des centres de jour. Et il y aura des collègues qui sont CPS, qui accompagnent des personnes qui sont en situation de logement chez nous aussi. Donc l'idée, c'est d'élargir les différentes fonctions, mais en gardant le fil conducteur pour garder une cohérence quand même, tout en respectant les spécificités de chacun des lieux de pratique. D'accord, donc c'est assez adaptable, c'est assez flexible dans tous les cas. Oui, merci. Merci beaucoup à vous deux. Ça rappelle plein de souvenirs et c'est vraiment intéressant de voir tout le parcours comme ça et notamment le bilan à la fin. Et la suite est alléchante. Une question pour Eila sur les 71 heures d'enregistrement. Oui. Comment faire en fait, en toute objectivité, pour choisir des séquences représentatives dans les différents lieux? Ça m'intrigue un petit peu. Et je pense que c'est un travail énorme de visionnage, choix. Et est-ce que tu les as fait seul ou est-ce que, enfin voilà, et est-ce qu'il y avait l'idée qu'il y ait une représentativité des différentes situations ou c'était intéressant en particulier sur les interactions multimodales notamment? Merci pour la question. Donc, comment faire pour naviguer avec toutes ces heures d'enregistrement? Moi, j'étais présente à chaque moment en fait sur le terrain pendant que j'enregistrais. Donc, pendant que j'étais présente, c'était aussi un moyen pour moi de faire un peu un pré-repérage in situ de ce qui se passait. Donc, il y avait des situations qui paraissaient particulièrement intéressantes en toute subjectivité et qui m'ont fait aussi émerger certaines thématiques que j'ai ensuite confrontées aux ISP. Donc, dans les moments de choix, de séquences, il y avait aussi toute cette interaction que j'avais avec les ISP en disant, voilà, moi, j'ai repéré cette thématique-là. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait sens pour vous? Et aussi en fonction, du coup, de mon point de vue subjectif, mais aussi beaucoup des retours des ISP quant à certaines thématiques, certaines problématiques sur le terrain, m'ont aussi permis de sélectionner des extraits qui, pour moi, pouvaient illustrer justement ces problématiques particulières. Après, dans le choix des séquences, donc pour chaque ISP qui a été filmé, j'ai fait un peu une présélection de plusieurs extraits. Et après, dans la phase de conception, il fallait aussi choisir quel extrait utiliser pour illustrer quelle thématique, parce qu'il y avait aussi ce souci que j'avais de vouloir permettre à tous les ISP qui avaient participé de pouvoir se voir. Donc il y a aussi eu des choix qui ont dû être faits, qui auraient pu être, ça aurait pu être d'autres extraits aussi, mais qui me paraissaient vraiment très, très parlants et très illustratifs de certains phénomènes. Et après, c'était assez drôle d'avoir l'avis des ISP à la fin de la formation en disant, voilà, moi je n'aurais pas forcément choisi cet extrait et pourtant, j'ai vu plein de choses sur ma pratique professionnelle. Donc, on s'était aussi posé la question, est-ce que les ISP eux-mêmes choisissent les séquences ou est-ce que c'est moi qui choisis les séquences? Donc là, il y avait aussi, on s'était mis d'accord. On avait dit, OK, ben non, c'est plutôt moi qui fais. Aussi en fonction des retours des ISP. Et donc voilà, ça a permis de montrer certaines choses. Puis il y a d'autres extraits que je n'ai pas pu montrer en formation, mais que j'utilise par exemple dans des écritures d'articles qui permettent aussi de valoriser d'autres aspects du travail des ISP qui n'a pas forcément été abordé frontalement
en formation. Et donc, je l'ai fait seule dans la mesure où j'étais seule devant mon ordi à choisir les extraits, mais en réalité, je l'ai fait de manière très collective aussi, parce que c'est vraiment grâce aux ISP que j'ai pu être aiguillée dans le choix de ces séquences. Donc, ça reste quand même un travail très collectif. Merci beaucoup. Je suis un ancien membre de l'équipe Interaction et Formation et toujours fasciné par ce qu'on pourrait qualifier, que vous avez d'ailleurs bien illustré ce soir, l'enrichissement mutuel entre pratiques professionnelles et recherche et formation. Et donc je reste fasciné après vous avoir entendu. Dans le prolongement de ce que vous disiez, puis des retours que tu as fait, et là, j'aimerais que vous me disiez comment vous avez réussi à faire en sorte que les ISP soient familiarisés avec l'activité de regard sur les transcriptions. Peut-être sous-question à celle-ci. Est-ce que c'était facile pour eux de se faire... Je pense, non, c'est pas une question vache, mais c'est une question auquel on est toujours confronté. Hein. C'est comment faire en sorte que les personnes rentrent dans cette ambiance d'analyse, même intuitive, comme ça. Comment vous avez fait? Puis, sous question, est-ce que les participants ont réalisé eux-mêmes des bouts de transcription ou pas? Enfin, c'est toi qui as amené les transcriptions. Voilà. Oui, merci. Merci pour la question. En effet, la question de qui fait les transcriptions, c'est une vraie question. Dans notre équipe, il y a différentes expérimentations qui ont été faites dans d'autres dispositifs où c'était les professionnels eux-mêmes qui choisissaient les séquences et qui transcrivaient ces séquences. Nous, pour une question de temps et de ne pas surcharger non plus les ISP dans leur charge de travail, on avait établi que ce soit moi qui fasse les transcriptions. Donc les ISP ne se sont pas formés à la transcription multimodale de leurs séquences, mais peut-être dans la suite, on pourrait imaginer qu'ils fassent ce travail-là. Mais en tout cas, pour le dispositif tel qu'on l'a proposé jusqu'à présent, ils n'ont pas transcrit eux-mêmes. Et puis finalement, comment amener les ISP à regarder les transcriptions, à les commenter. Effectivement, tu es bien placé pour savoir que ce n'est pas facile, ayant toi-même travaillé avec des professionnels avec cette méthodologie-là. Nous, on a essayé vraiment de les accompagner au mieux dans la phase un peu d'instruction, avec des petits exercices où on les orientait en quelque sorte à essayer d'observer des choses. Donc on a vraiment pris le temps dans cette phase un peu d'introduction, d'instruction, à les amener à regarder ces choses-là. Et après, c'est pas évident non plus, même si on essaie de les entraîner comme on peut au début. Mais du coup, dans les animations de ces moments de co-analyse, le rôle des chercheurs et chercheuses qui sont en train de co-animer est très important, notamment dans les relances qu'on fait. S'il y a un commentaire plutôt évaluatif ou interprétatif qui émerge, on était beaucoup avec Laurent aussi à se coordonner dans ces moments-là pour essayer de demander, oui, mais vous le voyez où dans la transcription, etc. Donc, c'est aussi intéressant au niveau de la co-animation, de voir tout ce travail aussi des chercheurs qui ne sont pas juste là pour appuyer sur le bouton et écouter ce que les ISP disent, mais aussi ils sont en train d'essayer de manière un peu indirecte de les amener à observer des choses. Donc, c'est beaucoup aussi dans ces moments de relance ou d'essayer de les amener à voir ces choses-là en disant mais vous le voyez à quelle ligne vous regardez ça, vous observez ça, ce genre de choses. Et puis une autre chose peut-être qui a aussi peut-être facilité cet endossement progressif de la mentalité analytique, c'est le fait qu'on avait aussi didactisé certains outils de l'analyse des interactions, et donc on leur demandait vraiment d'essayer de les observer concrètement dans les transcriptions. Donc il y avait aussi une espèce de quête qui était menée par le dispositif lui-même, de dire ok, finalement où on voit ces phénomènes précis. Mais c'est vrai que ça se travaille, c'est difficile, et puis il y en a qui entrent plus facilement que d'autres dans cette mentalité analytique-là, et on voit aussi parfois des évolutions entre le début du dispositif et la fin, aussi une acquisition progressive. Voilà, beaucoup d'adaptations aussi dans l'animation. C'est pas évident, mais ouais.
Juste pour compléter, peut-être, ça c'est le moment durant le dispositif de formation, mais je pense qu'on a travaillé aussi une phase de préparation pour l'entrée en formation, en fait, où on a au tout début informé l'ensemble des responsables. Je crois que Laurent et Ayla sont venus aussi pour présenter aux responsables de quoi s'agit-il dans les grandes lignes. Et ensuite, lorsqu'il y a la première volée, on a fait plusieurs rencontres, puis qu'ils puissent connaître, se mettre d'accord, mine de rien, sur les questions purement logistiques, quel est le moment qui vous convient mieux sans que vous soyez stressé par le travail. Et puis, pour les volées suivantes, on a pu profiter de l'expérience des collègues de la première volée qui sont revenus apporter le témoignage et partager un petit peu qu'est-ce que ça leur a apporté. Je pense que ça participe aussi à, OK, il y en a qui ont survécu à ça, et nous aussi, quoi, en fait. D'accord. Ça se déploie. Ouais. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Je voulais juste... ça marche. Oui, c'était exactement tout à fait dans la continuité. J'avais aussi repéré dans les interventions et dans les transcriptions des petits passages qui me paraissaient particulièrement intéressants et en fait rendre visible exactement ce qui aussi nous étonne parce qu'on voit bien combien c'est compliqué de passer à cette mentalité analytique dont tu parles. Et puis il y a vraiment des indices et notamment à un moment donné un des ISP qui dit quels pourraient être les indices qui nous amènent à... Et je trouve vraiment, voilà, ça c'est vraiment des traces, oui. Des traces de cet apprentissage qui est un apprentissage compliqué. Et je me posais la question de savoir si vous étiez aussi à la quête, à la recherche de ces traces-là. Parce qu'il me semble que ce que tu dis, voilà, ça se développe, ça s'apprend, ça prend du temps. Et puis, il y a peut-être des mécanismes, il y a des déclics. Enfin, voilà, est-ce que c'est quelque chose aussi que vous travaillez, vous regardez? Parce qu'il me semble que ça fait partie aussi justement du jeu. Merci Nathalie. C'est vrai que ces dispositifs de recherche, formation sont aussi des objets de recherche pour nous. Et donc, d'où le fait de filmer ces dispositifs-là, c'est parce que pour nous, finalement, c'est aussi du matériau de recherche, tant du point de vue de, voilà, qu'est-ce que des professionnels en formation peuvent apprendre, comment ils s'approprient aussi de cette mentalité analytique, mais aussi, voilà, tout le travail des chercheurs dans ces moments-là, la dimension collective de ces moments-là devient aussi un objet d'enquête pour nous. Donc, dans notre équipe, on a beaucoup de chantiers en cours qui portent notamment sur ces éléments-là. Finalement, comment amener un groupe à voir quelque chose, comment on s'y prend, quelles sont différentes stratégies, manières de faire différentes des uns et des autres de l'équipe pour animer, co-animer ces moments-là. Donc, c'est aussi des chantiers intéressants pour nous du point de vue de la recherche, du coup. Oui, tout à fait. Moi, c'était pas une question, mais c'était une observation ou un commentaire que je voulais faire autour de l'expression que Lynn a utilisée et que j'ai beaucoup aimé, c'est faire naître des petits miracles. Hein, tu as utilisé cette expression dans ta conclusion. Et je voulais mettre ça en lien avec, à mon avis, un des ingrédients que je trouve particulièrement important dans le dispositif, dispositif au sens de rencontre entre une démarche de recherche et puis aussi des besoins issus des terrains, c'est la question du rapport à la temporalité. Parce qu'il me semble que si ce dispositif a pu être mis en place, c'est parce qu'il a pu dépasser un certain nombre d'obstacles ou des piquants, des cactus, mais c'est aussi parce qu'il a eu la chance ou une rencontre vertueuse d'avoir des temporalités qui lui ont permis de se déployer. Et c'est vrai que quand on prend la timeline récapitulative, on se dit quand même, waouh, on est quand même dans une institution qui a donné beaucoup de moyens, aussi dans la durée, à ce que ce projet puisse se développer. Et ça vaut à la fois dans la temporalité de la formation elle-même, le temps qu'il a fallu pour que les ISP soient déchargés de leur travail pour venir en formation, mais aussi tenir le pari que sur 5 éditions successives, et puis sur les 3 années qui vont venir, on donne du temps et des ressources à ce genre de démarche. Et je pense qu'on pourrait dire la même chose du côté de la recherche, parce que la recherche aussi, elle est possible que dans une temporalité longue, celle d'une thèse de doctorat et celle de suite. Et je pense que cette rencontre que vous avez très bien thématisée aujourd'hui, elle est très exigeante en temps, mais on peut aussi se réjouir qu'elle a pu se développer dans un écosystème où ce temps a été octroyé, finalement, par les institutions, qu'elles soient issues du monde académique ou de la recherche, mais aussi qu'elles soient issues de trajets ou de l'organisation
du travail. Je dis ça parce que souvent, quand on évoque ces choses, on l'évoque souvent en creux sous le registre de la plainte, en disant on n'a pas assez de moyens, on a des obstacles organisationnels. Là, je crois qu'il faut quand même saluer un soutien extrêmement fort, en tout cas dans ce que vous montrez de l'institution ou des institutions partenaires autour de ce projet-là, sans quoi ce genre de rencontre serait beaucoup plus difficile. Donc oui, réjouissons-nous de ces petits miracles, mais aussi ayons la clairvoyance de les reconnaître et de les savourer. Merci. Merci Laurent de souligner cet aspect important aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore une question à poser? Je pense que Laurent, tu as fait le mot de... Parfait. Merci beaucoup pour cette très jolie... Merci à vous pour... Merci à vous.